Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment implémenter le multijoueur sous Unity dans votre jeu. On va se servir de Netcode for GameObject, qui est la solution sortie récemment par Unity pour faire du multijoueur. Pour l'instant, Unity recommande de se servir de sa solution pour des jeux à petite échelle uniquement, et ça tombe bien, c'est ce qui nous intéressera ici. Je vais essayer d'être le plus complet possible, mais n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo. On va démarrer sur un projet déjà commencé, qui contient uniquement une scène avec un joueur qui peut se déplacer de gauche à droite et de haut en bas, dans son environnement. Et on commence par l'import des packages nécessaires pour utiliser Netcode for GameObject. Ouvrez le Package Manager, et depuis les packages Unity, on va installer le package bien nommé Netcode for GameObject. Tant qu'on est ici, je vous conseille de rajouter le package Multiplayer Tools. Proposé là encore par Unity, c'est une suite d'outils qui vont nous aider dans le développement de votre projet. On retrouvera notamment à l'intérieur un profiler dédié au réseau, qui se révélera sûrement très utile. Cependant, ce ne sera pas nécessaire dans ce tuto où je vais rester assez simple. Outil indispensable qu'on va aussi ajouter, c'est ParallelSync. ParallelSync, c'est un package qui va nous permettre de faire tourner plusieurs instances Unity de notre projet et de garder chaque instance synchronisée entre elles. On va donc pouvoir développer notre projet et à chaque instant, sans avoir à exporter notre jeu, on pourra tester le multijoueur grâce aux instances d'Unity ouvertes. Là encore, on importe ce package depuis le Package Manager. On prend l'adresse guide du projet et on l'importe. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens nécessaires en description. Une fois importé, on va donc se servir de ce package. On se dirige dans le menu ParallelSync et le Clone Manager. Une fois ouvert, on va créer un premier clone du projet. Une fois que ce clone est créé, on peut maintenant l'ouvrir et on est reparti pour un peu d'attente. Le clone du projet ouvert, on va procéder à quelques ajustements sur la disposition d'Unity. C'est une instance où l'on ne va pas développer notre projet, on peut donc se passer de plusieurs fenêtres, comme la fenêtre projet par exemple, ou l'inspecteur. Par habitude, je garde la fenêtre de la console et la hiérarchie, surtout pour débugger plus facilement. J'ai maintenant mes deux instances du projet que je peux lancer simultanément. Ça va beaucoup nous aider par la suite. A savoir qu'au moment où je sors la vidéo, Unity travaille sur sa propre solution pour avoir plusieurs instances au sein du même éditeur pour tester le multijoueur. Pas de nouvelles de quand ça sort, mais j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner en termes de workflow. La première étape va être de créer le Network Manager. Vous créez un GameObject vide sur lequel on va venir ajouter notre component Network Manager. Ce component va être la pièce centrale du processus du multijoueur dans votre jeu. C'est via ce component que l'on va notamment créer une session multijoueur. La première et une des seules choses que l'on doit faire ici, c'est de choisir son transport. C'est ce qui sera responsable, comme son nom l'indique, de transport de vos informations network. À moins que vous ayez des besoins très spécifiques, ici on utilisera le transport recommandé par Unity pour Netcode, à savoir le Unity Transport. Et encore une fois, à moins que vous ayez des besoins très spécifiques, ici toutes les valeurs mises par défaut nous iront très bien. Et je reviendrai un peu plus tard sur une valeur en particulier du component Unity Transport. Quand un joueur va se connecter à une session de jeu, il faut lui attribuer un GameObject qui va le représenter dans le jeu. Dans notre cas, c'est très simple. À chaque fois qu'un joueur se connecte, je vais vouloir lui instancier le prefab player, qu'on a déjà vu précédemment. Afin qu'un GameObject et son état soient répliqués à travers le réseau, on a besoin de rajouter un component qui va dire à notre GameObject que c'est un objet réseau, un Network Object. On rajoute donc ce component dans notre prefab du joueur, et à partir de là, on va pouvoir dire à notre Network Manager que c'est ce prefab qu'il faudra instancier pour chaque nouveau joueur se connectant à notre session de jeu. C'est donc aussi un prefab qu'on va pouvoir supprimer de notre scène initiale, car à ce moment-là, on n'a aucun joueur de connecté, et c'est le Network Manager qui va se charger de créer ce prefab pour nous. Et donc enfin, sur le Network Manager, on va pouvoir mettre notre prefab dans la variable PlayerPrefab. Vous remarquerez aussi le champ Network Prefab juste en dessous, qui va permettre au Network Manager d'enregistrer tous les prefabs liés au réseau qu'il aura probablement à instancier durant le jeu. Si vous souhaitez créer un prefab via le network,
vous devrez forcément mettre un component Network Object sur le GameObject, mais aussi donner ce préfab en référence au Network Manager. Maintenant, si je lance le jeu à ce stade, on remarque que par défaut, aucun joueur n'est créé. C'est normal, il faut dire à notre Network Manager de créer une session. Si vous le regardez dans l'inspecteur, on peut voir que lorsque le jeu est en route, on dispose de 3 boutons qui vont permettre de gérer une session réseau. Le premier bouton sur lequel on va se pencher, c'est le bouton Start Host. Cela signifie que le joueur local va créer une session de jeu sur son périphérique, sur laquelle d'autres joueurs vont pouvoir se connecter s'ils connaissent l'adresse du joueur hôte. Vous voyez que lorsque je clique dessus, j'ai un joueur de créer, qui sera à la fois l'hôte de la partie, mais aussi un joueur. Donc à ce stade, je peux contrôler mon joueur. Pour plus de facilité de débugage, ce qu'on va faire, c'est de créer des boutons d'UI qui vont me serviront à la fois à créer un hôte et à la fois à rejoindre une session en tant que client. Donc là, je crée ces boutons en utilisant le système d'UI Unity. Et je vais créer maintenant le script qui va contenir les fonctions d'appel dont j'ai besoin pour gérer ma session de jeu. On a besoin de 2 fonctions, une pour rejoindre une session en tant que client, et une autre pour créer une session en tant qu'hôte. Relativement simple à faire, on va appeler via le singleton de Network Manager les fonctions StartClient et StartHost, qui vont faire exactement ce qu'on recherche. Je laisse volontairement de côté la troisième fonction qui est StartServer. Cette fonction permet de créer une session de jeu sans aucun joueur local sur la session. Le serveur hébergera uniquement toute la logique de la partie. L'inconvénient, c'est que le serveur doit être hébergé quelque part, que ce soit sur un serveur privé chez vous par exemple, ou chez un hébergeur. L'avantage, c'est que par exemple, dans un jeu compétitif, personne n'aura l'avantage d'être le serveur et de n'avoir aucun temps de réponse. Donc maintenant, si on teste tout ça, d'un côté, je vais créer une session hôte, et de l'autre côté, je vais pouvoir créer un client. Par défaut, le transport Unity va être réglé pour se connecter automatiquement sur votre adresse réseau locale. Donc quand je vais cliquer sur le Start Client, Unity va chercher une session existante sur mon adresse locale, et m'y connecter. Et donc une fois lancé, on voit bien que j'ai 2 joueurs à l'écran dans la même session de jeu. Maintenant, on peut voir plusieurs problèmes qu'on va régler. On a à l'écran 3 problèmes. Le plus évident, c'est que lorsque je vais utiliser les touches du clavier pour déplacer mon personnage, je vais agir sur les 2 personnages. C'est dû au fait que mon script de déplacement ne prend pas en compte le réseau, et va aller voir les entrées clavier localement. Le deuxième souci assez évident, c'est que les mouvements ne sont pas répliqués à travers le réseau. Je peux déplacer mon joueur côté client et côté serveur indépendamment, sans que rien ne se change de l'autre côté. Et le dernier souci, on y reviendra un peu plus tard quand on aura réglé ces 2 problèmes. Si on ouvre mon préfab du player, on peut voir que le script responsable du déplacement de mon personnage, c'est le script player controller. Ici, on ne va pas partir dans l'optique de modifier profondément le code existant, on ne va donc pas modifier le script player controller directement, mais on va créer un script responsable du comportement réseau de mon player. Je vais l'appeler ici Network Player. Dans ce script, notre tactique, ça va être de désactiver certains components qui n'auront pas lieu d'être en fonction de l'état réseau de notre préfab. Pour ce faire, je vais enlever l'héritage à MonoBehavior et je vais hériter de Network Behavior. Globalement, Network Behavior, c'est un MonoBehavior avec plusieurs ajouts réseau. Si on regarde les sources de cette classe, vous pourrez voir ici tout ce que vous pourriez avoir besoin. Ici, principalement, on va se servir de la variable isOwner, qui va nous permettre de savoir si notre préfab est possédé par le joueur local. Quand le Network Manager crée un joueur lorsqu'on se connecte à une session, il va lui donner les droits d'appartenance au joueur local. Dans le cas qui nous intéresse ici, on pourrait aussi se servir de isLocalPlayer. De retour dans notre script, ce qu'on va faire au lieu de se placer dans la fonction awake comme on aurait pu le faire, on va se placer dans la fonction qui va surcharger onNetworkSpawn. Cette fonction va être la première fonction appelée lorsque le GameObject va être créé via le réseau. C'est un peu l'équivalent de la fonction awake mais pour le réseau. Je me crée déjà une référence à mon player controller. Et ensuite, je vais venir le désactiver ou l'activer en fonction de la propriété de l'objet qu'on va connaître grâce à la propriété isOwner. Donc maintenant, à la création d'un préfab player, si le joueur local n'est pas le propriétaire de l'objet, on va désactiver le script qui gère le déplacement. Donc en testant ça côté client, on voit que je ne peux déplacer que mon personnage à moi et plus les 2 personnages. Autre chose qu'on peut regarder pour bien comprendre le fonctionnement et aux besoins débugger, si l'on se place côté serveur par exemple, sur une instance d'un joueur, on peut voir le component NetworkObject, toutes les propriétés réseau de mon objet. Et ici on a bien isOwner qui est faux,
et notre component player controller qui est désactivé en conséquence. On peut maintenant s'attaquer à la synchronisation des déplacements. C'est des données qu'on va devoir transmettre via le réseau. Pour ce faire, on va utiliser ici un component déjà préparé par Unity, à savoir le Network Transform. Network Transform permet de synchroniser l'état du transform de notre GameObject. On va pouvoir paramétrer tout ce que l'on souhaite envoyer comme information, savoir notamment la position, la rotation, l'échelle. Tout ce que vous enverrez dans le réseau vous coûtera de la bande passante, et donc pour optimiser au mieux vos performances, on prendra soin à toujours envoyer le strict minimum à travers le réseau. Ici par exemple, notre joueur ne changera pas d'échelle, et sa rotation ne nous servira pas puisqu'on joue avec une capsule sans réelle orientation. On va donc désactiver l'envoi de ces informations. On teste tout ça et on peut donc constater maintenant que les mouvements du joueur serveur sont bien répliqués à travers le réseau dans la session du client. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Pourquoi ce comportement ? Bien la règle qui prévaut dans beaucoup de jeux de multijoueurs va être de ne jamais faire confiance au client. Le client, il peut potentiellement être un tricheur, envoyer des mauvaises informations au serveur, comme une position impossible, un nombre de dégâts hors du commun, etc. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que le client demande au serveur de changer de position. Le serveur y répond favorablement ou pas, en modifiant lui-même la position du client et en envoyant la nouvelle position au client qui va se mettre à jour. Ici donc le client il veut bouger, mais le serveur il n'est pas au courant, et donc le serveur dit au client de rester là où il est. Nous ici on va simplifier la tâche, et dans le cas d'un jeu coopératif et non compétitif, on peut admettre que le client est de bonne foi. Et donc on va créer un autre script dans lequel on va indiquer que la synchronisation du transform n'a pas besoin de l'autorité du serveur. On va donc simplement hériter du script Network Transform. Et on va venir surcharger la méthode onIsServerAuthoritative. Et nous, on va venir retourner le booléen faux qui indique que le serveur n'a pas l'autorité sur les échanges réseau de ce script. On peut maintenant venir remplacer notre Network Transform par notre nouveau script Network Transform Client. On remet les paramètres qu'on avait précédemment définis et on peut tester cette modification. On voit bien que maintenant le déplacement de chaque joueur est bien répliqué dans chaque session. On peut s'attaquer au tout dernier problème qu'on a depuis le début, à savoir la gestion de la caméra. Ici vous voyez bien que le joueur hôte est centré sur la même caméra que le joueur client. Dans mon setup initial, chaque préfab joueur possède une caméra propre, gérée par Cinemachine. Ce qu'il se passe, c'est que dans mes deux caméras, pour chaque joueur, on a la même priorité. Lorsque le joueur va se connecter, Cinemachine va donc choisir une caméra au hasard, parmi les caméras qui ont la priorité la plus haute. Donc on retourne dans mon script Network Player, et on va faire en sorte que la priorité de la caméra du joueur local soit la plus haute. Ici, donc si on est propriétaire, alors on va faire une priorité de 1. Sinon, la priorité sera de 0. On va venir mettre la référence de la caméra depuis l'inspecteur et vous pourrez d'ailleurs voir la propriété Priority du component de ma caméra qui par défaut est à 10. En testant maintenant, on a bien tous nos problèmes initiaux réglés. Chaque joueur peut déplacer son propre personnage, les déplacements sont répliqués de part et d'autre et chaque joueur voit bien à travers sa propre caméra. Dans cette dernière partie, on va parler des Network Variables. En réalité, on s'en est déjà servi sans vraiment le savoir. Les Network Variables sont des variables qui vont être synchronisées à travers le réseau. Et en fait, c'est ce qui est utilisé par le component Network Transform que nous venons de voir. Chaque information est synchronisée grâce à une Network Variable. On va créer un GameObject qu'on appellera ici test, parce que pourquoi pas. Et on va lui rajouter un nouveau script, dans lequel on fera notre petite expérience. La première expérience que nous allons faire, c'est de créer un int, qu'on appellera random, qui aura comme valeur par défaut 1. Ensuite, dans la méthode update, on va ajouter le code nécessaire pour que quand je vais appuyer sur la touche i, je vais changer la valeur de mon int avec un entier aléatoire, compris entre 0 et 100. Si on teste rapidement ce que ça donne, on peut générer côté serveur la génération de notre entier, et pour ce cas-là, on aura 76 comme valeur, côté serveur. Si on se dirige côté client, sur la même GameObject, test, on peut voir que notre entier est toujours égal à 1, ce qui est la valeur par défaut non modifiée. Ici, ce qu'on a créé, c'est uniquement un GameObject local, qui n'aura rien à voir avec le réseau. Son état sera uniquement impacté par ce qui se passera local.
On va changer ce comportement en se servant des network variables. Notre but est de synchroniser la valeur de cet entier. On pourra faire la même chose avant n'importe quel type de variable. On va donc venir remplacer la déclaration de notre int par une déclaration de network variable, qui va prendre un type en particulier. Donc ici, on aura une network variable de type int. Pour l'initialiser, on va donc appeler son constructeur qui prend en paramètre une valeur par défaut. Différentes permissions. La première, c'est une permission de lecture, qui par défaut est lisible par tout le monde. La seconde permission, c'est une permission d'écriture. On peut choisir si seul le serveur peut écrire dans la variable, ou si le propriétaire de l'objet peut aussi y écrire. On va ensuite modifier la valeur de notre network variable et non plus directement la variable. On va aussi en profiter pour observer les changements sur cette variable. On va déjà commencer par hériter de network behavior, afin que tout ce qui concerne le network fonctionne, y compris notre network variable. Ensuite, on va venir se placer comme précédemment dans la fonction onNetworkSpawn, et dans cette fonction, on va venir observer l'événement onValueChange sur notre variable random. À chaque fois que notre variable va être modifiée, on aura cet événement de déclencher. La fonction prend en paramètre la précédente valeur et la nouvelle valeur. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement afficher dans la console la nouvelle valeur. Si je reviens dans l'éditeur, on peut voir que Unity détecte automatiquement qu'on a un network behavior sur un GameObject qui ne possède pas de component network object, ce qui n'est pas possible. Comme je vous l'ai indiqué avant, on va donc accepter la proposition d'Unity de le rajouter automatiquement. Et maintenant, si je teste tout ça, je me trouve côté hôte, je génère une nouvelle valeur et on voit que dans la console, j'ai bien l'affichage qui correspond à cet événement. Si je me place de sorte à ce que l'on voit les deux consoles en même temps et que je fais ma modification, on peut voir que la valeur de mon objet est bien répercutée partout. Dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est la partie connexion et adresse, dont j'ai très rapidement parlé en début de la vidéo. Je vous ai dit que par défaut, Unity utilisait l'adresse locale pour rechercher une session de jeu. On peut aller voir ça dans le Network Manager, et plus précisément dans les connection data du transport, où l'on peut voir l'adresse 127.0.0.1, qui correspond en fait à votre adresse locale. Donc si jamais vous voulez vous connecter à l'adresse de votre ami, si vous la connaissez, c'est ici que vous allez venir changer l'adresse. Mais, parce que oui, il y a un mais, de nos jours se connecter directement à une adresse IP comme ça est de plus en plus compliqué. Vous allez avoir plusieurs problèmes liés notamment à la sécurité, à des problèmes de NAT, de pare-feu, et j'en passe. Et au-delà de ça, c'est pas très user-friendly de trouver et de transmettre son adresse IP à votre ami. Il existe de nombreux services qui permettent de pallier à cela, et notamment Unity Relay, qui va permettre de faire le lien entre vos joueurs sans que personne n'ait à connaître l'adresse exacte des clients connectés, et en résolvant tous les problèmes de sécurité qu'on aurait pu rencontrer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je ferai un tutoriel dédié à l'utilisation d'Unity Relay dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce premier tutoriel, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire si vous en avez. Je vais vous laisser les sources du projet et toutes les ressources que j'ai utilisées en description. N'hésitez pas aussi à me faire vos remarques sur ce format qui est un peu moins monté que d'habitude. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos, tutoriels ou des vlogs très prochainement. Salut!